Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui nombreux pour assister à la première conférence de ce week-end. Aujourd'hui, on a le plaisir du coup d'accueillir Jean Secondy, qui est en train de courir derrière l'écran, qui est un professeur à l'Université d'Angers, qui est actuellement un de nos enseignants-chercheurs, et Aurélien Bénard, qui lui travaille à la LPO et qui a été un doctorant de Monsieur Secondy. Donc on est très content aujourd'hui, ils vont nous présenter le travail de thèse de Monsieur Bénard sur l'écologie des prairies alluviales. Ouais, donc juste rapidement pour donner le contexte, ce qu'on va vous présenter, ça correspond à plusieurs projets qui ont été réalisés en fait. Des projets du plan Loire Grandeur Nature, une espèce d'instrument qui aide au développement du bassin de la Loire. Et puis il y a et puis c'est également réalisé dans le cadre d'un programme LIFE porté par la LPO sur le RAL déjeuner. Les programmes LIFE, c'est des programmes européens qui visent à la protection et la conservation de la biodiversité d'une manière générale. Et donc ces travaux ont impliqué plusieurs personnes. On revient effectivement pour sa thèse, Yoann Fourcade qui est également en thèse plus sur la partie RAL déjeuner de deux points interagis, Aurélie Labranche qui est la spécialiste en fait de traitement des images satellites, ce qu'on appelle la géométrie. Et puis il y avait une autre partie du volet là qu'on ne présentera pas qui était sur les invertébrés, sur l'ensemble, en fait, les projets portés sur l'ensemble des vallées alluviales, pas que les basses vallées angevines, on va peut-être dire BVA un petit peu souvent aussi, puisqu'on allait on a couvert toute la région en fait, de Montsoreau jusqu'à l'Est. Voilà, à partir de maintenant, je laisse la parole à Aurélien, on va être parti plus tard. Alors, on va donc parler de ces prairies alluviales, qui sont des zones mixtes, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et qui correspondent donc à ces zones d'extension de crues, qui sont situées donc dans le lit majeur. Et du fait de ces crues, on a des paysages qui sont très cycliques, très différents selon les saisons, avec des grandes étendues d'eau peu profondes en hiver, qu'on peut voir ici. Et puis, après la décrue, on a des grandes zones de prairies de fauche, avec des paysages très ouverts, donc des situations très contrastées selon les saisons. Et donc dans ces prairies, on a une biodiversité qui est assez atypique, et notamment un des emblèmes de cette zone, c'est le ral déjeuner, dont les populations nationales sont concentrées à 80-90% selon les années autour d'Angers, dans ces prairies alluviales. On va retrouver donc d'autres oiseaux qui vont venir nicher dans ces prairies au printemps, qui nichent au sol, comme le tariel des prés ici, ou la bergernette printanière. C'est une partie seulement du cortège d'oiseaux prairies qu'on va retrouver dans ces prairies de fauche au printemps. Il y a aussi une biodiversité végétale un peu atypique dans ces prairies, notamment la graciole officinale, l'inule de Grande-Bretagne ou encore la filière pintade, qui sont des espèces qui sont typiques de ces prairies de fauche, avec une gestion assez extensive. Et puis, selon le cycle de crue, on va retrouver aussi d'autres espèces qui vont venir profiter de ces grandes étendues d'eau, notamment au mois de mars pour la barge à queue noire, qui va utiliser ces zones d'eau pour venir se nourrir pendant ces haltes migratoires. Et puis en hiver, comme maintenant, on a aussi des grands rassemblements d'oiseaux d'eau, comme des canards de surface, comme le canard pilet ici, qui peut venir en plusieurs milliers sur ces prairies inondées. Et puis sous l'eau, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. C'est le cas notamment du brochet, qui vient pondre dans ces prairies inondées, donc déposer ses œufs sur la végétation inondée, et qui profite aussi de ces espaces. Alors les prairies, dans le climat qu'on a ici, c'est pas des écosystèmes qui sont stables. C'est-à-dire que naturellement, en fait, ils vont avoir tendance à évoluer vers la forêt. Donc il y a des ronciers, des ligneux qui vont venir s'implanter progressivement, et on va avoir le paysage qui va se refermer naturellement si on laisse la végétation évoluer sans intervention extérieure. Mais naturellement, en fait, il y a un certain nombre de phénomènes qui viennent réouvrir le milieu et recréer ce type de prairies. C'est le cas notamment des catastrophes naturelles, des crues par exemple. Quand elles sont assez violentes, elles peuvent arracher les arbres et réouvrir les paysages.
On avait aussi historiquement, un peu moins maintenant, des grands herbivores, des grands troupeaux, ou le castor qui venait brouter ou supprimer les arbres pour réouvrir le milieu, recréer des milieux prairiaux. Mais globalement, en Europe de l'Ouest, depuis plusieurs millénaires, c'est vraiment l'agriculture, et tout particulièrement l'élevage, qui sont l'organisateur de ce paysage, et qui vont venir recréer et maintenir ces prairies de fauche. Cependant, l'agriculture est en forte mutation depuis plusieurs décennies, et ça va avoir une implication sur ces prairies de fauche, et notamment des changements d'occupation du sol. Donc on a un certain nombre de prairies qui ont été transformées en peupleraies pour produire un bois qui pousse assez vite, et puis qui sert notamment pour faire des cagettes, enfin des emballages en général. On a aussi une partie de ces prairies qui ont été drainées ou du moins implantées en maïs. Et puis sur certaines zones qui sont un petit peu difficiles d'accès, comme sur les îles par exemple, on a de la déprise agricole, c'est-à-dire que les exploitants ils ont un peu de difficulté à aller exploiter, à aller faucher ces prairies. Et donc du coup, c'est des prairies qui ont évolué naturellement vers des zones forestières. Donc c'est pas forcément inintéressant, cette déprise agricole, du point de vue de la biodiversité, mais ça veut dire qu'on va perdre de l'habitat pour ces espèces prairiales. Une autre mutation importante de l'agriculture, c'est lié à l'utilisation des intrants, de plus en plus importante au cours du XXe siècle, et notamment les intrants, enfin les engrais azotés, qui vont avoir comme conséquence de modifier la flore et notamment de sélectionner les graminées. Et on va avoir donc une flore qui va être moins diversifiée, une structure qui va être plus homogène, et donc ça va avoir des conséquences assez importantes sur la chaîne trophique. Et notamment, on va avoir une réduction de la présence des insectes dans ces prairies, et qui est la ressource principale pour les espèces d'oiseaux dont on va parler aujourd'hui. Et un autre phénomène qui est aussi très marquant sur l'évolution de ces prairies sur ces dernières décennies, c'est la mécanisation. Donc en quelques décennies, on est passé d'un faucheur avec une faux comme ça qui fauche assez lentement finalement les prairies à des engins de ce type-là. Vous pouvez le voir à droite. Et donc on a des fauches qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus précoces aussi, et ce qui va induire une mortalité importante chez ces espèces qui vont venir nicher au sol au printemps. Et donc sur les oiseaux, pour lesquels on a des données d'archives depuis plusieurs décennies, on voit qu'il y a des déclins majeurs des populations spécifiquement de ces oiseaux prairiaux, et notamment les plus spécialistes que sont le tarier des prés et le rage des genêts, qui ont perdu plus de 90% de leurs effectifs en 30 ans. Sachant qu'on n'a pas de données avant, là, mais probablement, et en fait, c'est la même chose depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a vraiment des déclins qui sont très forts pour la majorité des espèces, sauf quelques exceptions comme la bergeronnette printanière, mais parce qu'elle est capable, à l'échelle européenne, de changer un petit peu d'habitat et de venir coloniser des espaces agricoles un peu différents. Alors pour essayer de concilier cette production agricole et la biodiversité, il y a des politiques publiques qui ont été mises en place, notamment à l'échelle européenne. C'est ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales, les MAE, qui incitent des agriculteurs volontaires à respecter un certain type de cahier des charges avec des contraintes qui ont été dessinées pour l'environnement. Et en contrepartie, ils reçoivent une aide financière qui est censée compenser les différentes contraintes qui leur sont imposées. Mais il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites à l'échelle européenne de l'efficacité de ces MAE, et les résultats sont globalement assez mitigés. Et il y a une bonne partie des espèces en fait qui ont été ciblées par ces MAE qui sont toujours en déclin aujourd'hui. Et c'est le cas localement. Donc l'idée de ce travail, c'est d'essayer d'améliorer la compréhension du fonctionnement des écosystèmes pour essayer de trouver des solutions pour améliorer ces mesures agro-environnementales notamment. Alors, dans les choses qu'on a ciblées pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de ces prairies, il y a plusieurs types de variables, notamment les variables abiotiques liées au climat, qui est assez important à l'échelle large, mais pas forcément à l'échelle fine.
Par contre, à l'échelle fine, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est l'inondabilité, le caractère humide, enfin les faibles variations d'humidité dans les prairies. Un certain nombre de variables biotiques aussi sur lesquelles on a pu travailler, notamment le paysage et le rôle du réseau de haies, notamment pour les oiseaux prairiers, on y reviendra. Et puis aussi la végétation qui est vraiment le support de l'habitat de ces espèces, qui leur permet de se cacher, de se nourrir, etc. Donc c'est un rôle vraiment crucial sur ces prairies. Et puis bien sûr les variables anthropiques et notamment la gestion et tout particulièrement les dates de fauche. Alors voici une petite carte de la zone d'étude, je ne sais pas si vous voyez tous très bien. Globalement, donc on a l'océan ici, Saint-Nazaire, Nantes, Angers, donc on est là. Et donc c'est tout ce corridor en fait qui longe la vallée de la Loire, de la Vienne et puis de la Sarthe et du Loir, où on a donc ces grandes zones de prairies qui sont ici en vert, qui représentent au total plus de 53 000 hectares de zones inondables, dont 75% en prairies, donc qui sont ici en vert. Et tout particulièrement, on va parler des basses vallées angevines qui sont juste au nord d'Angers, donc sur la Sarthe, le Loir et un petit peu sur la Mayenne, et qui représentent plusieurs milliers d'hectares aussi de prairies de fauche principalement. Alors un petit zoom sur ces basses vallées angevines. On a fait un suivi un peu spécifique pendant 2 années, 2012-2013, où il y a eu des crues qu'on a pu suivre de manière assez fine. Et du coup, on a évalué la durée de submersibilité des différents sites. Et ce qui nous permet de tracer ce gradient d'humidité à l'échelle de toute la zone. Et on voit que les sites les plus proches d'Angers, donc Angers ici, les sites les plus au sud, les plus en aval, sont ceux qui sont les plus humides, les plus inondables. Et plus on remonte sur les cours d'eau en amont, plus on a des prairies qui sont sèches. Et puis le deuxième gradient qui est très structurant sur la zone, c'est lié aux dates de fauche, qui sont liées donc à des choix de contrats par les exploitants. Et on voit que les contrats les plus favorables, les plus tardifs, sont concentrés dans les prairies qui sont les plus inondables. Et à l'inverse, sur toutes les parties aval, on a des contrats qui sont beaucoup plus précoces. Donc il y a un mois d'écart entre le 20 juin et 20 juillet sur les dates de contrat. Alors maintenant qu'on a posé le décor un petit peu, on va essayer de comprendre un peu plus finement le lien entre ces oiseaux et leur habitat. Et le premier sujet sur lequel on va se concentrer dans cette zone inondable, c'est le gradient d'humidité qui est vraiment très structurant et qui va donc conditionner à la fois l'inondabilité et puis l'hygromorphie du sol, donc derrière la végétation. Alors la modélisation de ce paramètre, de cette humidité du sol, elle est très complexe, et donc on ne va pas la modéliser directement, mais on va passer par des proxys, par des variables intermédiaires qui vont essayer qui vont nous permettre de cartographier à grande échelle. Et donc le premier proxy, il est basé uniquement sur la topographie, sur les variations d'altitude. Et donc ça, c'est accessible à large échelle, mais par contre, ça va nous permettre de décrire uniquement l'humidité potentielle des sites. Et donc la deuxième piste qu'on va explorer, c'est celle de la végétation, qui est un paramètre qui est beaucoup plus intégrateur, donc qui va être beaucoup plus fin localement, mais par contre les données sont un petit peu plus compliquées à mobiliser. Alors cet indice topographique d'humidité est basé uniquement sur les variations d'altitude. Donc vous avez une carte ici, par exemple, de variation d'altitude sur une zone. Et à partir de ça, donc on a une grille en fait avec des variations d'altitude assez fines, et on essaie de modéliser le trajet d'une goutte d'eau qui tomberait sur ce paysage en prenant en compte et la pente et l'orientation pour essayer de voir dans quelle zone les écoulements vont se concentrer. Ce qui nous permet donc de faire cette carte à l'échelle du paysage de cet indice topographique d'humidité. Et en parallèle de ce travail de cartographie de l'humidité, on a échantillonné l'avifaune, donc sur toute la zone du bassin de la Loire, sur 64 transects. Donc des transects, c'est des
c'est des lignes qu'on va parcourir dans les prairies, donc de 500 mètres en l'occurrence, dans des prairies de fauche suffisamment étendues pour s'affranchir de l'effet du paysage, on y reviendra tout à l'heure. Et puis on a échantillonné l'ensemble du gradient d'humidité, c'est-à-dire à la fois des prairies humides, des prairies sèches, puis des prairies un petit peu intermédiaires. Et puis on a donc compté tous les passereaux dans une zone de 100 mètres de part et d'autre du transect. En utilisant ce type de dispositif, donc ça permet de calculer la distance avec l'oiseau et puis de savoir exactement où sont positionnés les individus. Donc voici une carte de cet indice topographique qu'on a calculé à l'échelle du bassin versant de la Loire. Et donc vous avez ici les zones en bleu, qui sont les zones avec cet indice le plus faible, donc les zones les plus humides potentiellement, uniquement en partant de la topographie. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on a un lien très fort entre cet indice topographique d'humidité et la probabilité de présence des oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux sont présents beaucoup plus dans les prairies, dans les zones qui ont cet indice topographique d'humidité plus élevé. Ils sont concentrés sur la partie basse du gradient d'humidité. Juste avec cet indice topographique. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que cet indice, c'est un bon prédicteur de la richesse, de la diversité d'espèces d'oiseaux prairiaux en plaine alluviale, ce qui pourra avoir d'autres applications aussi dans les zones humides sur d'autres espèces. Mais par contre, on a mis aussi en évidence un certain nombre de limites. Déjà, le choix de l'algorithme et de la résolution, on ne va pas en parler ce matin, mais c'est vraiment un facteur clé pour la réussite. On ne considère pas non plus les modifications anthropiques. Vous avez ici donc la Loire qui coule au milieu, avec deux zones qui sont potentiellement très humides. Mais ici, en fait, il y a une digue qui fait que toute cette partie-là, elle est plus inondable. Et donc, l'indice topographique d'humidité, il nous dit, ah, ça c'est une zone qui est basse, qui est potentiellement humide, et dans la réalité, elle ne l'est pas du tout, parce qu'il y a des modifications anthropiques du drainage, des ondiments. Et puis, on ne considère pas non plus la perméabilité du sol, c'est-à-dire la pédologie, qui est aussi très importante. Et puis, ça nécessite des données très fines sur le paramètre Z en hauteur, pour être capable de modéliser les toutes petites cuvettes qui sont très intéressantes pour la végétation. Donc au global, on définit des sites favorables potentiels, mais pas toujours des sites qui sont réellement utilisables par les espèces. Et donc pour aller plus loin, on a utilisé la végétation comme un deuxième proxy, ce qui a plusieurs avantages. Tout d'abord, la végétation, c'est un intégrateur de plein de variations fines de l'environnement. Donc ça, c'est un paramètre qui est intéressant. Deuxièmement, ça prend en compte aussi toutes les modifications anthropiques. Ce que ne peut pas faire l'indice topographique. Et puis la végétation, c'est vraiment l'habitat des espèces. Donc, on peut décrire un peu plus finement le lien de ces espèces avec l'habitat, notamment les ressources trophiques potentiellement, ou encore le risque de prédation et la capacité de se cacher selon le type de végétation. Par contre, c'est pas forcément très simple à faire. Ça nécessite des données de végétation, de cartographie à large échelle, des résolutions assez fines, et puis en parallèle de faire des relevés botaniques sur le terrain pour essayer de lire toutes ces informations qu'on peut voir du ciel. Cela étant dit, on l'a fait quand même sur une partie de la zone. Alors à l'origine, on voulait le faire sur tout le territoire, mais c'est pas toujours très simple d'avoir des images satellites, et notamment les années sur lesquelles on a fait les commandes de dalles satellites, donc c'est des dalles de 60 km sur 60. Et l'année où on a fait les commandes, en fait, il y a eu beaucoup de nuages. Et donc quand il y a du nuage, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Et donc on a eu juste une dalle pour les basses Valangevines, donc c'est quand même la zone qui nous intéressait le plus. Mais on n'a pas pu le faire sur toute la zone. Donc c'est des données qui sont liées à des satellites Spot 5, c'est le type de satellite, qui est capable de voir à 2,50 m. Donc on a des pixels qui sont quand même assez fins. Dans le visible et dans le proche infrarouge. Et puis on a fait en parallèle plus d'une centaine de points de quadras de relevés phytosociologiques où on est venu mesurer très finement sur le terrain les espèces présentes, leur recouvrement, etc., sur des carrés de 4 mètres carrés.
Et puis à partir de ça, on a fait 2 analyses complémentaires. Le premier, c'est l'indice d'Ellenberg d'humidité, donc c'est un indice continu qui nous permet de décrire le gradient d'humidité. Et le deuxième, c'est des groupements d'espèces végétales. Donc le premier, c'est un indice qui est continu, et celui-ci, c'est plutôt catégorial, c'est-à-dire c'est des types de végétation qui se ressemblent et qui sont aussi sur le gradient d'humidité. Et puis en parallèle, on a évalué la sélection d'habitat en utilisant des données sur les oiseaux sur le terrain. Alors, 2 types de données. Le premier, c'est des données sur le râle des genêts, donc c'est issu d'un comptage de la LPO. C'est des comptages nocturnes, parce que c'est une espèce qui est crépusculaire. Et puis nous, on est passé sur le terrain en journée pour venir échantillonner les passerelles. Donc voici ce que ça peut donner. Donc vous voyez, on a un grain qui est très fin. On a là les pixels avec 500 mètres. Et on a donc des pixels de 2,50 m de côté. Et donc on voit tout ce gradient de manière assez fine, les petits fossés, les zones un petit peu plus hautes, etc. Donc voilà, c'est bien tout ce micro-relief et toutes ces micro-variations de végétation. Alors ça nous a permis de mettre en évidence des résultats qui sont assez cohérents avec ce qu'on avait mesuré sur le terrain en termes de durée d'inondation. Donc vous avez ici l'indice continu sur la végétation, et puis cette mesure de l'inondabilité. Donc on voit qu'on a un lien très fort entre les deux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis l'autre point qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les 2 méthodes, donc la méthode catégorielle de classe de végétation et puis l'indice continu, donnent aussi des résultats qui sont très fortement liés entre eux. Donc globalement, on a plusieurs méthodes pour décrire ce gradient d'humidité qui donnent tous des résultats assez similaires. Et donc voici comment les oiseaux utilisent ce gradient d'humidité. Donc vous avez ici les prairies les plus humides, les prairies les plus sèches. Ça, c'est la partie qui est disponible sur la zone. Et on voit qu'une grande partie des espèces sélectionnent des prairies qui sont en moyenne plus humides que ce qui est disponible. Donc elles ne se répartissent pas de manière aléatoire sur la zone. Elles ont plutôt tendance à sélectionner des prairies plus humides. Sauf une espèce, le gros emproyé, qui se répartit plutôt au milieu du gradient. Et donc la même chose, donc vous avez ici toujours le gradient, mais avec les catégories de végétation, les types de végétation, donc les plus humides, les plus sèches. Et on voit encore une fois que les prairies les plus humides, le type de végétation plus humide, est plutôt sélectionné par les espèces, sauf le gros emproyé qui est plutôt au milieu du gradient. Et dans tous les cas, la catégorie 5 ici, qui est la plus sèche, elle est évitée, enfin elle est non sélectionnée, ou évitée par une grande partie par toutes les espèces. Alors que c'est la plus largement répandue sur le territoire. Donc la végétation, c'est un bon proxy pour décrire l'habitat des oiseaux de plusieurs manières, avec cet indice continu d'Ellenberg qui nous décrit le gradient, les taxons phytosociologiques, donc les catégories de végétation, qui nous décrivent la qualité de l'habitat, et puis donc on a une sélection des prairies les plus humides. Alors l'hypothèse pour essayer d'expliquer ça, c'est qu'on aura un recouvrement différent, graminées, donc les herbes classiques, et puis les dicotylédones, donc ce type de plantes, sur le gradient de végétation. Et donc on aura des oiseaux qui sélectionnent potentiellement ce type de prairie, avec beaucoup de couleurs globalement, par rapport à des prairies qui sont toutes vertes, très homogènes, avec uniquement des plantes, des graminées. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une année un petit peu classique, un peu standard, un peu moyenne, mais ça ne se passe pas comme ça tous les ans. Et donc des fois, on a des crues tardives, c'est ce qu'on a pu observer aussi sur le terrain. Donc ce qu'on a vu, c'est que les oiseaux, sur le gradient d'humidité, ont tendance à se mettre sur cette partie-là, sur les prairies les plus humides, qui sont aussi des prairies qui sont fauchées plus tard, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais par contre, c'est des zones qui sont plus sensibles à la crue, et notamment les crues tardives. Comme vous avez ici une image au printemps.
Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment ils réagissent ces oiseaux à ces crues tardives en termes de répartition et aussi en termes de calendrier de reproduction. Alors pour ça, on a fait du terrain assez intensif sur les basses vallées angelines. C'est ça qui nous a permis de décrire le cycle de crue. Donc là, on a tous les cycles qui sont suivis à peu près 2 fois par semaine. Et on voit là, le pourcentage qui est inondé ou qui est exondé. Donc on voit une crue très marquée sur la première année, en 2012, et puis des crues très longues en 2013, presque jusqu'au mois de juillet, sur certaines prairies. On a suivi 36 points en passant 2 fois par semaine, et notamment pour suivre la reproduction. Donc ce type de comportement, vous avez ici une argenette printanière qui est en train de construire son nid, en train de transporter des matériaux pour venir construire son nid au sol. Donc ça nous permet de savoir où elle en est dans son calendrier de reproduction et d'essayer d'estimer à partir de quand les nichés seront capables de s'envoler. Donc on suit cette partie du comportement. Et puis celui qui arrive après, c'est quand les adultes viennent nourrir les jeunes et donc transportent des proies qu'on voit aussi aux jumelles. Alors 2 grands types de résultats. Le premier, c'est sur la répartition. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, sur ce gradient d'humidité, on avait plutôt les oiseaux qui situaient ici. Et là, en fait, on s'inverse et on a des abondances qui sont plus élevées sur les prairies les plus sèches. Donc on a une inversion de la sélection d'habitat sur le gradient. Et donc les oiseaux ont tendance à éviter les prairies humides et à s'installer donc sur des prairies qui sont fauchées plus tôt. Problème. Deuxième problème sur le calendrier de reproduction, sur la phénologie. Donc vous avez ici le calendrier de reproduction et avec une estimation du pourcentage de nichés capables de survivre à une fauche, donc capables de fuir en volant. Et donc on voit cette évolution progressive dans le temps. Et donc quand on rajoute par-dessus les dates des contrats, des mesures qui fixent les dates de fauche, on voit qu'au 20 juin, 10 juillet et 20 juillet, on a, si toutes les prairies avaient été fauchées le jour du contrat, on a uniquement 4% des nichés qui étaient capables de fuir devant les faucheuses. Donc c'est une mortalité vraiment très très élevée, potentiellement. Mais c'était des années vraiment atypiques, et pendant la période de récolte, il y a eu aussi des averses. Donc les agriculteurs ont besoin de plusieurs jours de beau temps pour pouvoir faucher, pour faire le front. Et donc les dates de fauche ont été un peu décalées de ce fait-là. Mais malgré tout, on a plus d'une nichée sur 2 qui n'a probablement pas survécu cette année-là à la fauche. Donc quand il y a des crues tardives, ce qui se passe, c'est qu'on a un décalage et dans l'espace et dans le temps de la reproduction. Ce qui nous induit un découplage entre les mesures agro-environnementales, donc les dates de fauche, et leur répartition dans l'espace, et la reproduction de ces espèces, ce qui induit aussi une mortalité très forte, et qui est probablement très difficile à compenser dans les années un peu plus standards. Et donc plusieurs hypothèses de mécanismes, on a déjà, quand les prairies sont inondées, ils ne peuvent pas s'installer au sol, mais même après, une fois que les prairies sont exondées, en fait, elles restent très humides, la végétation est modifiée, et puis la ressource trophique est potentiellement plus faible, il y a moins d'insectes après la crue. Donc on va maintenant dézoomer et parler de l'échelle du paysage, et notamment du rôle du bocage pour les oiseaux. Donc là, c'est 3 zones sur le territoire, avec 100% de prairies, mais un réseau de haies, un bocage qui est plus ou moins dense. Et ça, on sait par ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits notamment en Amérique du Nord, qui montrent que les oiseaux prairies sont très sensibles au paysage et qu'ils ont plutôt tendance à favoriser les taches d'habitat, les prairies de grande taille, et qui sont sensibles au gradient d'ouverture du paysage. Donc la question qu'on se pose, c'est comment ils réagissent au bocage, sachant que le bocage, c'est un réseau de haies très dense, comme ça.
c'est aussi très favorable à la biodiversité. Il y a des mesures agro-environnementales européennes sur ces mêmes zones qui favorisent aussi le bocage, pour aider les exploitants à le maintenir, à l'entretenir, etc. Et donc, est-ce que ces mesures sont compatibles? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Pour ça, on a fait du terrain sur toute la zone, sur des points d'écoute, en comptant tous les oiseaux prairiaux qui sont autour de chaque point, et en décrivant les caractéristiques du paysage, notamment la taille de prairie, et puis la densité du réseau de haies autour de chacun des points. Alors, premier résultat, comme ça a pu être montré par ailleurs, ces oiseaux prairiaux sont très sensibles à la surface en prairie autour du pan. Donc, ils préfèrent les tailles d'habitat les plus grandes, enfin les tailles de prairie les plus grandes, avec une richesse qui va augmenter fortement avec la surface de prairie. Et à l'inverse, pour les oiseaux prairiaux, parce qu'il y a d'autres oiseaux qui vont agir différemment, mais pour les oiseaux prairiaux, on a une diversité d'espèces qui décroît au fur et à mesure que la longueur de haies augmente autour du pan. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oiseaux. Il y a plein d'oiseaux dans ces paysages-là, mais ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas les espèces spécialistes des prairies. Et donc on avait aussi des résultats similaires pour l'abondance. Un autre résultat issu d'une autre méthode, mais qui est assez similaire, c'est un effet d'évitement qu'on a pu montrer, un effet d'évitement de chacune des espèces à la proximité des haies. Vous avez la haie qui est ici, et on voit qu'en fait, à proximité immédiate des haies, on a beaucoup moins d'oiseaux que s'ils se répartissaient de manière aléatoire. Et puis cette distance de sensibilité est différente d'une espèce à l'autre, et notamment le ras des genêts est moins sensible que les passereaux à cette proximité d'une haie. Donc on a un effet du paysage très fort sur ces oiseaux prairieux, avec une sélection importante des grandes tailles de prairies, et un effet négatif de la présence de haies pour ces espèces. Alors plusieurs mécanismes qui pourraient expliquer ça. D'une part, on sait que les prédateurs, comme tous les prédateurs terrestres, ont tendance à utiliser les lisières pour venir prospecter leur territoire et pour venir chasser. Comme c'est des oiseaux qui nichent au sol, on s'attend à ce qu'ils puissent éviter la proximité d'une lisière pour limiter le risque de prédation. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'attraction spécifique. C'est-à-dire que les oiseaux prairiaux ont tendance à se mettre dans des territoires à proximité d'un autre territoire qui est déjà occupé. Et donc pour faire ça, il y a besoin de grandes prairies pour pouvoir avoir plusieurs territoires les uns à côté des autres. Je te laisse la parole. Continuez. Donc on s'est posé une autre question, encore deux volets là, avant de synthétiser, à savoir que dans les prairies, tous ceux qui ont une pelouse, un gazon chez eux, le savent, l'aspect de la couverture herbacée maintenant et au printemps, c'est pas le même. Vous avez une croissance qui est très forte au printemps, ce qui pose plus vous avancez dans la saison, plus la couverture se développe, ce qui pose la question de savoir comment font les animaux pour choisir le site de nidification. Si vous arrivez au mois d'avril, quand l'herbe est comme ça, est-ce que vous avez un moyen de savoir comment sera votre site de nidification quand l'herbe est comme ça? Et donc, c'est un petit peu la question qu'on s'est posée, de savoir quels étaient les facteurs qui pouvaient être importants, qui pouvaient faire l'objet qui pouvaient être pris en compte par l'animal pour sélectionner les sites de nidification. Donc on a pris des choses que vous commencez à être familier là. On a échantillonné sur cette partie de la zone. Là on est en amont d'Angers, on est en aval sur la partie qu'on a fait Basse-Valangine, qu'on a étendu un petit peu sur l'aval, sur la Loire, où on a compté les oiseaux, le nombre d'espèces, le nombre d'individus, et on a mesuré la végétation à différents passages. On passait en avril et en mai, au moment où les oiseaux s'installent, au moment où les oiseaux finalement s'occupent de
nourrir, d'élever leurs jeunes. Et ça, c'est une période cruciale parce qu'effectivement, c'est là où les nids risquent d'être détruits, et puis il faut une bonne protection pour le nid, et puis c'est là où il y a un besoin important en ressources, en ressources trophiques, en insectes, simplement pour que les parents puissent nourrir leurs jeunes. C'est important de ne pas se louper quand on arrive, de sélectionner un bout. Donc avril et mai, puis on a mesuré plusieurs choses, la hauteur de végétation, la densité, et puis l'hétérogénéité, la composition. Donc on a à la fois, on va revenir là-dessus, des variables de structure de végétation, des variables de composition, notamment s'intéressant à la proportion entre les graminées et puis les plantes, les autres plantes là, plus colorées, là, comme vous a montré Aurélien tout à l'heure, qui ont aussi des structures un petit peu différentes. Bien, si vous imaginez vous voyez à peu près ce qu'une carotte sauvage, ça n'a pas du tout le port d'une tige d'herbe dans le gazon. Donc les résultats de cette étude montrent qu'effectivement, on a une probabilité de présence de l'espèce, des espèces d'une manière générale, hein, qui diminue en fonction de la couverture, enfin de la proportion de graminées. Hein, si vous faites un relevé sur un carré, plus vous avez une densité importante de graminées, en espérant que ce carré est effectivement représentatif de la zone, plus vous avez de graminées, moins les oiseaux vont s'installer. C'est quoi une plantation? Il y avait la modif effectivement qu'on a fait tout à l'heure. C'est bizarre, pourtant j'avais checké tout à l'heure. Oui, c'est ça. On va passer sur l'autre. Voilà. J'essaie de reprendre le discours plus tard, j'arrive. Ah, c'est bizarre. Ouais, bon, voilà. Donc voilà, les facteurs qui nous ont embrouillé sur la présentation, effectivement. Je fais derrière pour essayer de récupérer mon discours. Donc les deux facteurs principaux effectivement, qui nous ont intéressés, qui peuvent être importants pour sélectionner le site d'édification, c'est la structure physique de l'habitat, et puis ça peut être la composition floristique. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbacées, de graminées dans l'habitat? C'est globalement les facteurs que les oiseaux pourraient estimer si on s'intéresse juste à la végétation. Donc, on a vu qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants, comme la présence de haies, par exemple. Donc, on a bien fait nos relevés d'oiseaux et de végétation. On a vu que les oiseaux, effectivement, préféraient s'installer sur des sites où il y a une couverture végétale qui peut être dense, mais où les graminées sont moins importantes, en proportion moins importante. Et l'autre aspect qui nous intéressait, c'est de savoir effectivement, donc ça c'est ce qu'on observe au moment de la nidification, quand les animaux nichent, si effectivement il y avait une relation, si les animaux pouvaient prédire comment allait devenir la prairie en arrivant en avril. Est-ce qu'ils ont moyen de prédire à quoi ressemblera la prairie en mai? Est-ce qu'il y a des variables qui permettent de prédire ça? Si on regarde la couverture de graminées, il n'y a pas beaucoup de variables qui sont effectivement, il y a une corrélation entre la valeur en avril et la valeur en mai. Ça marche pour la couverture en graminées, la proportion de graminées dans un carré. Il y a c'est ce qu'on appelle un effet statistique qui n'est pas très fort mais qui est là. Par contre, ce qui est très fort, c'est là, ça n'a pas pris en compte la manip. Non, c'était la hauteur de végétation et la composition, ça n'a pas pris en compte la manip, pardon. C'est la hauteur de végétation, et puis là, c'est la composition. Donc, la hauteur en avril permet de prédire relativement fiable, de façon relativement fiable, la hauteur en mai. Par contre, la composition, effectivement, est beaucoup plus fiable. Si en avril, vous faites des relevés, vous apercevez qu'il y a beaucoup de graminées, ben vous savez qu'en mai, il y aura beaucoup de graminées. C'est plutôt un... Et ça, pour le coup, c'est un effet qui est fort, qui est un indice qui est fiable pour les oiseaux.
qui leur permet de sélectionner le site de nidification. Donc, cette composition floristique, elle est importante. On peut faire le lien avec tout ce qu'a présenté Aurélien tout à l'heure, hein, sur la sélection d'habitat des oiseaux avec l'évitement de certaines zones, de préférence de certaines zones avec des groupements végétaux particuliers. Alors ça ne veut pas dire que la structure physique n'est pas importante du tout. On voit qu'il y a quand même une importance, effectivement. Ce qui a l'air de poser problème pour les oiseaux prairiaux, c'est quand vous avez des herbes, des graminées. Vous êtes à un gazon là, qui est comme ça, qui est très dense, ben, finalement, il n'y a pas, c'est pas très pratique. D'abord, c'est très dense, c'est pas forcément facile d'y installer un nid. Et puis deux, ces dicotylédones, hein, donc ces fleurs, ces plantes qui vont sortir de la canopée, qui vont prendre un peu de place, ben, ça offre des perchoirs, donc ça permet de surveiller l'environnement. Ça permet d'avoir des sites de champs. Les animaux se mettent sur les mâles souvent se mettent sur la partie haute des plants pour chanter, pour surveiller leur territoire, donc faire leur travail d'oiseau, globalement. Et puis, vous avez, effectivement, avec des plantes à fleurs de ce type-là, une diversité d'insectes assez importante qui vient s'alimenter sur les plantes, et du coup, c'est une ressource alimentaire essentielle pour nourrir les oiseaux. Et donc, le point important, c'est qu'effectivement, sur des zones avec une croissance, faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est un problème général pour les oiseaux qui arrivent un peu tôt. Le changement de physionomie de la prairie en quelques semaines est radical. Si vous allez vous promener sur les basses vallées en ville, vous avez presque peine à reconnaître le site en fait en 4 ou 6 semaines. Mais malgré ces changements très rapides, les animaux ont des critères qu'ils peuvent utiliser. En tout cas, il y a un certain nombre de paramètres de l'habitat qu'ils peuvent utiliser pour prédire la qualité potentielle d'un site. Et donc, évidemment, on peut s'attendre à ce que, quelque chose qui est bien connu, l'intensification des pratiques, notamment par l'utilisation d'intrants azotés. Simplement, vous mettez des engrais dans les prairies pour que ça pousse plus vite, pour faire éventuellement plus de biomasse. C'est bien d'un point de vue économique, par contre, du coup, ça change complètement la composition floristique et vous avez une dominance beaucoup plus forte des graminées. Donc, ça devient complètement inapproprié pour les oiseaux. Ça devient plus. Ces prairies-là sont, en tout cas pour ces prairies-là, sont plus adéquates. Et puis le dernier volet qu'on va aborder, le râle déjeuner, là, qui est effectivement l'espèce emblématique de la zone, hein, qu'on voit ici, alors pas Aurélien, à côté d'Aurélien. Le râle Francis, là. On s'est posé, effectivement, il y a depuis plusieurs décennies des programmes importants de conservation pour cette espèce, qui était autrefois très, très répandue en France et en Europe, qui a essentiellement décliné pour ce qu'on a pu en analyser au niveau international du fait de l'intensification des pratiques. On s'est posé la question de savoir si focaliser les actions de conservation sur cette espèce, finalement, était la bonne option. Alors, pour sauver l'espèce, oui, mais est-ce que cette espèce, finalement, permet de protéger, si on protège cette espèce, est-ce que ça permet de protéger le reste des espèces de la zone? Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Un certain nombre, CMAE, ces mesures agro-environnementales dont vous a parlé Aurélien, essentiellement, elles ont été mises en place ici pour protéger le râle déjeuner, pas les passereaux. Avec un succès mitigé, c'est aussi ce que vous nous avez dit, Aurélien. On met des ME pour protéger le râle déjeuner. Alors le râle déjeuner, oui, je crois qu'on l'a mis là, peut-être. Ça n'a pas conduit clairement à la protection de certaines espèces comme le tarier des prés, qui est encore derrière Aurélien. Voilà, sur ces plantes qui lui servent de perchoir. Le râle déjeuner, lui, effectivement, a suivi à peu près la même tendance négative. On sait qu'il y a une phénologie un peu tardive, qui s'installe un petit peu plus tardivement sur les zones, donc ça pourrait être éventuellement intéressant, mais parce qu'en protégeant le râle déjeuner, effectivement, s'il a besoin d'un petit peu plus de temps pour se développer, si on adapte les calendriers de fauche au râle déjeuner, on peut protéger les espèces qui ont besoin d'un peu moins de temps.
Par contre, qu'est-ce qu'il en est de cette préférence écologique? Est-ce que finalement, on va le trouver exactement en forte densité, là où les autres espèces sont en forte densité? Un petit peu le problème. Et donc, on s'est intéressé à ça, de savoir quelles sont effectivement les exigences écologiques du râle des genêts et des autres espèces d'oiseaux, pour savoir si le râle des genêts peut être une espèce fort à pluie. Alors, je vous ai remis la définition. C'est dans le cas, si une espèce est une bonne espèce parapluie, la protection des espaces qui sont nécessaires pour sa conservation va permettre de conserver par la même occasion les espèces qui sont proches écologiquement. On va les retrouver sur les mêmes sites. Si on essaie de visualiser ça, vous avez un gradient environnemental, on a vu tout à l'heure l'inondabilité, les gradients de végétation. Les espèces vont se positionner sur ces gradients. Là, vous avez cette espèce bleue, puis une espèce violette qui a des exigences un petit peu plus étendues, qui n'est pas aussi inféodée à cette partie du gradient. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis cette espèce qui préfère vraiment se positionner sur une extrémité du gradient. Alors comment est-ce qu'on fait pour protéger tout ça? Idéalement, une bonne espèce parapluie, elle devrait être capable elle devrait avoir des exigences tellement larges que finalement, la majeure partie, la largeur de cette barre orange devait recouvrir quasiment l'ensemble des exigences des autres barres, en fait des exigences écologiques des autres espèces. La théorie, c'est ça. Donc on a essayé de répondre à la question en créant ce qu'on appelle les modèles de distribution d'espèces, en utilisant plusieurs variables environnementales, des variables climatiques. Vous voyez, on est sur l'ensemble de la zone. Montsoreau qui est par là, Angers, tout le monde qui est par là. C'est la variation des précipitations sur la zone pour la période en production. Pareil pour la température. Vous voyez qu'on a quand même des gradients en Pays de la Loire. Une mesure de l'inondabilité, on regarde par des indices issus des images satellites qu'on a pu récolter sur l'ensemble de la zone. Alors, l'NDI, voilà, ça c'est une image satellite. Le TW, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'indice qu'avait calculé Aurélien, qui mesure la capacité d'un point à capter l'eau issue du paysage environnant. Ça, c'est une mesure par image satellite de l'inondabilité en hiver. Puis, on a également mesuré au printemps avec un autre indice. Et puis, on a des indicateurs qui nous permettent de caractériser le paysage. On sait que c'est des indicateurs qui sont importants. Aurélien vous l'a dit tout à l'heure. C'est le pourcentage de prairies sur un pixel. Une image satellite, c'est plein de carrés, c'est des pixels. C'est le pourcentage de prairies ou c'est la densité de bocage. La densité de bocage, vous faites juste la somme des haies qui sont présentes sur ce carré. Et puis donc on a mesuré la biomasse, finalement, c'est une mesure de productivité de la végétation, là encore par image satellite. À partir de toutes ces variables, on peut faire des analyses, et puis on va représenter le positionnement des espèces sur le gradient environnemental. Alors, le gradient environnemental, c'est quoi? On a deux axes. Si on prend en compte tous les pixels, tous les points présents sur la zone, eh bien, c'est ce qui est disponible. Avec une majorité des pixels qui se trouvent dans cet espace-là, et puis globalement, cet espace-là qui correspond à la description des prairies alluviales en Pays de la Loire. Maintenant, on regarde comment se positionnent les espèces sur ce gradient en fonction de leur présence, en fonction des données de présence. Et donc, on voit que, par exemple, le râle des genêts va se positionner plutôt sur une partie ici, sur cette partie un petit peu décalée. On ne va pas interpréter ça par rapport à l'inondabilité ici. Par contre, on voit simplement qu'il a un certain degré d'exigence écologique. S'il ne se souciait pas vraiment des caractéristiques des prairies, on devrait trouver exactement la même tache de couleur. Ce n'est pas le cas, il va se concentrer à un endroit, c'est-à-dire qu'il a bien des préférences spécifiques. Et puis on regarde pour le tarier des prés, là, une autre espèce, le Bourron des roseaux,
ça nous suggère qu'effectivement, les préférences écologiques ne sont pas exactement les mêmes pour les trois espèces. Vous voyez que ça ne colle pas. On fait superposer les cadres, ça ne colle pas complètement. Alors, il y a du chevauchement, bien sûr, mais ça ne colle pas complètement. Donc ça suggère bien qu'on a une section d'habitat qui est un petit peu différente selon les espèces. On a regardé ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'espace environnemental, les exigences écologiques. Maintenant, si on regarde comment se distribuent les espèces dans l'espace, on va voir aussi que il se passe des choses différentes entre, si on compare le ral déjeuner et les passereaux. Là, on a la modélisation d'espèces attendues, des zones communes où on devrait trouver à la fois le ral déjeuner et les passereaux. Je ne sais pas si vous voyez bien le gros, à peu près OK pour le fond. Ici, c'est les points de présence du ral déjeuner, la modélisation des points de présence. Et puis, ce qu'on attend pour les passereaux, par contre. On sait qu'ils sont distribués, les passereaux sont distribués de façon plus large. Effectivement, on les attend. Si on fait des cartes de distribution potentielle, on les attend sur des zones. Alors là, c'est là, en bleu, il n'y a que les passereaux. Si vous voulez avoir tous les passereaux, vous mettez rose et bleu. Donc on voit qu'il n'y a pas superposition complète. Le ral déjeuner, notamment actuellement, du fait de sa régression, même avant, sa distribution ne colle pas exactement à celle des passereaux. On peut essayer de résumer ça. On peut mesurer les chevauchements dans le domaine environnemental, c'est ces graphiques-là qu'on a vus tout à l'heure. On regarde quel est le degré de chevauchement entre ces différents cadres là. Et puis le chevauchement spatial qu'on vient de voir dans la carte. Plus on va vers la droite, plus les espèces présentent un recouvrement environnemental avec les autres espèces. Et ici, c'est le recouvrement spatial. C'est par l'espèce locale avec toutes les autres. Donc on voit par exemple que le tarier des prés, elle est plutôt pas mal parce qu'il a un taux de recouvrement avec les autres espèces qui est de 90%. Il n'est pas trop mal pour le spatial. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une espèce qui est idéale en fait. L'idéal, c'est d'avoir une espèce qui est ici, qui a un fort recouvrement environnemental, un fort recouvrement spatial. Ben, il n'y a personne dans cette partie-là du graphe. Le ral déjeuner ne débrouille pas trop mal en termes de recouvrement spatial. Par contre, en termes de recouvrement environnemental, ben, c'est finalement le moins bon. Alors ça pose des questions, effectivement, d'utiliser le ral déjeuner de le proposer comme espèce parapluie, en tout cas pour protéger le peuplement d'oiseaux. Effectivement, on peut se poser la question de peut-être dans ce cas-là considérer une combinaison d'espèces plutôt qu'une seule espèce, sachant que ici on a les deux espèces. Ral déjeuner et tarier des prés sont les deux espèces avec le statut de conservation plus défavorable, avec un déclin fort à l'échelle nationale, voire internationale. Donc on reste sur un petit peu la même philosophie, mais pour le moment gagnant un petit peu d'efficacité. Donc ce qui ressortait de cette étude, c'est que le ral déjeuner, a priori, ce n'est pas une espèce parapluie très efficace pour les oiseaux, mais qu'aucune des espèces, en fait, est particulièrement efficace. Donc, voilà. Et donc, il faut probablement utiliser une autre approche, peut-être en combinant deux espèces, comme on a vu tout à l'heure, soit en travaillant sur les potentiels d'accueil des habitats qu'on peut caractériser, on l'a vu, par le biais de différentes approches, soit de modélisation d'hydromorphie, d'accumulation d'eau, soit par la cartographie de la végétation. Mais voilà, cette approche mérite d'être réfléchie un peu plus, cette approche espèce parapluie. Voilà, je vais laisser la parole à Aurélien pour le mot de la fin. Ok. Synthèse de tout ce qu'on a dit ce matin. Alors vous avez ici une vue très schématique de la zone d'étude, avec ici les zones lombrières, et puis toutes ces prairies qui se répartissent sur le gradient d'humidité, avec les prairies les plus humides ici,
les plus sèches ici, avec un gradient de végétation qui est superposé et une végétation qui est différente selon la position sur ce gradient, et des oiseaux qui se répartissent dessus de manière, en sélectionnant l'habitat de manière hétérogène, et en sélectionnant préférentiellement ce type de végétation, ce type de prairie, un peu plus humide. Ce qu'on a aussi sur la zone, c'est un gradient de date de fauche, c'est-à-dire que les exploitants, quand ils contractualisent avec les mesures agro-environnementales, ils ont tendance à sélectionner des contrats plus précoces sur les zones les plus sèches et des contrats plus tardifs, donc plus favorables aux oiseaux, dans les parties vraiment les plus humides, avec globalement sur le gradient une dominance quand même de ces gradients, enfin de ces fauches précoces. Donc ça, c'est plutôt intéressant, cette répartition. Et on voit que ça ne se passe pas tous les ans comme ça. Il y a certaines années, il y a une crue tardive qui vient rendre indisponible, ou du moins modifier toutes ces prairies qui sont en bas du gradient. Et donc on va avoir un report des oiseaux sur les prairies les plus sèches, qui sont aussi les prairies qui sont fauchées le plus tôt, ce qui induit une mortalité potentiellement très très élevée des nichés qui sont au sol. Et donc une des pistes pour essayer d'améliorer ce constat de fait, ce serait d'avoir plus de contrats tardifs sur la zone, et notamment sur les prairies qui sont situées en amont, et puis aussi d'avoir un effet de mosaïque, parce qu'aujourd'hui on a quelque chose qui est assez homogène, et potentiellement le 20 juin, en 24 heures, on a des centaines d'hectares qui sont fauchés en même temps quand il fait beau, et ça veut dire que tous ces individus-là, il y en a une partie qui passe déjà sous la faucheuse, et puis ceux qui restent, ils n'ont plus d'habitat. Tout l'habitat disparaît en quelques heures. Donc d'avoir un effet d'avoir un paysage un peu plus mosaïqué serait probablement une des pistes pour essayer d'améliorer ce premier problème. Deuxième sujet qu'on a vu, c'est l'importance du paysage, et notamment le rôle du bocage, enfin l'intérêt du bocage déjà en termes de biodiversité. Donc ça, c'est pas de doute là-dessus. Le bocage est très favorable à beaucoup d'espèces, mais les oiseaux prairiaux, qui sont aussi un enjeu sur la zone, ne vont pas s'installer à proximité de ce bocage. Et donc à l'échelle de la parcelle, on ne peut pas conserver de manière efficace et les oiseaux prairiaux et toute la faune qui dépend de ce bocage. Et donc une des pistes pour essayer d'améliorer ça, ou du moins de maintenir, ce serait de maintenir cette diversité paysagère à l'échelle de toute la vallée, c'est d'avoir des zones très ouvertes de prairies où on favorise les oiseaux prairiaux et où on a des MAE de fauche tardive, et puis d'autres zones où on a un bocage qui est très dense et où on va essayer d'inciter à maintenir ce bocage dans ces zones-là. Et puis de manière plus générale, ça pose aussi la question d'évaluer en amont la compatibilité entre différentes mesures de gestion qui sont mises sur le même territoire. On vient de voir aussi que le râle déjeuner, ce n'était pas forcément une espèce parapluie pertinente pour ce territoire. Et notamment parce qu'il contracte sa population uniquement autour des bases de l'Angevine aujourd'hui. Et puis les MAE sont liés à la présence de ces espèces, de cette espèce. Et donc toutes les autres espèces qui dépendent de cette zone de la vallée de la Loire, potentiellement demain, elles n'auront plus de MAE pour les protéger si on reste focalisé sur ce râle. Et donc une des pistes, ce serait justement d'élargir ces MAE à la préservation de tout le cortège d'oiseaux et pas uniquement au râle, et voire même potentiellement à d'autres espèces au-delà des oiseaux. Donc on a vu aussi qu'il y avait potentiellement des oppositions entre la production agricole et la biodiversité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des bénéfices du point de vue de la biodiversité vis-à-vis de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture va maintenir le milieu ouvert, ce qui est très favorable pour les espèces prairiales. Aujourd'hui, c'est vraiment le facteur d'ouverture du milieu, l'élevage, sur ces territoires. Ça permet aussi de maintenir une diversité d'habitat qui est favorable à la biodiversité. Et du point de vue de l'agriculture, la biodiversité, c'est aussi intéressant, ça amène des services écosystémiques qui sont très intéressants en prairie, notamment sur la qualité du fourrage, sur le rendement. Plus on a des prairies qui sont diversifiées
Si on n'apporte pas d'azote, plus on va avoir des rendements élevés. Et puis un point qui est aussi très important sur ces zones, c'est l'allongement de la maturité de la végétation, c'est-à-dire que si on n'a qu'une seule espèce, en gros le bon moment pour faucher, c'est une période qui est très courte, et si on a une grande diversité d'espèces, la période favorable à la fauche, elle est beaucoup plus étalée dans le temps. Donc on ne perd pas de rendement si on fauche une semaine, 2 semaines plus tard, parce que justement il y a d'autres espèces qui arrivent à maturité. Donc ça c'est un point qui est aussi très intéressant. Et puis aussi en termes d'image, de valorisation commerciale, d'avoir ces prairies diversifiées, ces espaces qui font un peu rêver, c'est aussi intéressant pour ces exploitants qui potentiellement vendent directement sur leur ferme. Et donc pour conclure, donc dans cet écosystème prairial, l'agriculture et la biodiversité sont vraiment intimement liées. Et l'idée, ce serait de continuer à développer ces interactions positives, que l'agriculture et la biodiversité bénéficient l'un de l'autre à l'avenir. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à tout ça? Oui. Concernant les MAO, un peu dont vous avez parlé, déjà dans le cahier des charges, est-ce qu'au niveau des facteurs, il n'y a que la date de fauche et la plantation des haies, mais il y a d'autres facteurs qu'on peut prendre en compte? Et proportionnellement, est-ce que vous voyez que la majorité des agriculteurs présents sur ce territoire sont ouverts à l'application de ces mesures et à la concertation avec les écologues? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Donc, il y a 70-80% des prairies qui sont contractualisées sur le territoire. Donc, il y a vraiment un engouement massif pour l'utilisation de ces MAE. La raison, elle est en partie pour le maintien de ces écosystèmes, etc. Mais aussi, il y a l'incitation économique qui est aussi assez importante. C'est selon les mesures entre une centaine et 400 euros l'hectare. Donc, c'est assez intéressant pour les exploitants de bénéficier de ces aides dans des zones qui sont avec des contraintes assez fortes. Et puis, donc, dans ce cahier des charges, en fait, il y a plusieurs pages. Et en gros, c'est un peu à la carte. Donc, les exploitants, ils peuvent choisir des mesures qui sont assez peu incitatives. C'est-à-dire qu'il y a des montants plus faibles, où il y a juste une date de fauche qui est finalement assez précoce. Sur la Loire, il y a même des mesures au 5 juin, donc c'est vraiment très tôt. Et en gros, c'est juste pour maintenir les prairies, mais les mesures ne sont pas forcément très favorables à la faune prairiale. Et puis après, il y a des mesures qui sont beaucoup plus tardives, jusqu'au 20 juillet. Donc il y a toute une palette de dates. Et puis derrière ça, il y a une partie aussi qui est liée à la fertilisation. Donc il y a un taux de fertilisation qui est plus ou moins important, qui est autorisé selon les types de contrats. Et puis il y a aussi des éléments qui sont liés au pâturage à d'autres périodes de l'année. Mais globalement, c'est vraiment le cœur des mesures, c'est les dates de fauche, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et après, les MAE liés au bocage, elles peuvent se cumuler sur la même parcelle, mais c'est deux contrats différents. Mais toute la zone Natura 2000 de la Loire, sur la même parcelle, on peut avoir les deux. Mais ce n'est pas le même contrat, c'est deux contrats différents. Et donc justement, la question de dire, c'est est-ce que ça vaut bien le coup de faire tout au même endroit? Est-ce que ça ne vaudrait pas plutôt le coup de réfléchir ces contrats à l'échelle du paysage et pas à l'échelle de la parcelle? Voilà. Et après, il y a potentiellement d'autres. Alors, c'est des contrats sur des périodes de 5 ans, et après, les mesures peuvent évoluer d'une année à l'autre. Donc là, on doit être à une période charnière, je crois que c'est 2023 le prochain volet, donc il peut y avoir d'autres types de mesures qui seront proposées, d'autres montants, etc. Et il y a potentiellement aussi des aides sur les mares ou des choses comme ça en parallèle. Mais les mesures les plus importantes, c'est vraiment sur les prairies, sur les dates de fauche, et c'est très majoritairement utilisé sur la zone. J'ai vu une autre question derrière tout à l'heure, oui. C'est par rapport à l'utilisation des plages contre les différentes espèces. Donc là, vous avez détaillé le fait qu'en fait, sur l'intégralité de la surface des DVA, il y en a qu'une très faible proportion qui est utilisée par à peu près toutes les espèces. Alors, je voulais savoir si vous avez pu observer des cas de
de concurrence inter, voire intra-spécifique, qui aurait pu mener à l'échec de reproduction d'une espèce en particulier. Et deuxième petite question dans la première, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il y a assez peu d'espace qui est utilisé, que dans votre protocole, vous activez une 100 mètres qui bordait votre transect? Et pourquoi en fait la proposition de prendre des oiseaux qui étaient plus loin n'a pas été retenue, et qu'on peut voir sur les protocoles du type Flow, Twitter, comme ça. Enfin, voilà. Alors, sur la partie compétition, il n'y a pas eu d'études, à ma connaissance, qui ont été faites sur ces zones, mais pas sur ces espèces, mais sur certaines prairies, on peut voir plusieurs espèces cohabiter, et en fait, elles ont des... on peut les retrouver sur la même zone, elles sont toutes insectivores en période de reproduction, mais elles ne consomment pas forcément la même chose. Le râle des genêts, il est vraiment au sol, il va se nourrir comme une poule globalement, qui va vraiment se nourrir sous la végétation. Les bergeronnette printanières, elles vont utiliser un peu les zones à nu pour venir chasser, etc. Le terrier des prés, lui, il va faire beaucoup ce qu'on appelle du fly catching, c'est-à-dire qu'il va se poser sur un perchoir et puis il va aller capturer des insectes en vol un peu autour ou venir chasser un petit peu dans la végétation. Et puis les deux bruants sont des espèces un peu plus grosses, donc ils ont une taille de proie optimale qui est un peu plus grosse que les autres espèces. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas trop de chevauchement d'antagonisme sur la même zone entre ces différentes espèces. Et puis sur la méthode qu'on a utilisée de 100 mètres, donc effectivement on aurait pu aller chercher plus loin, mais globalement plus on va chercher loin, moins on détecte bien les oiseaux, donc c'est toujours un compromis à faire. Là on avait suffisamment d'informations dans les 100 premiers mètres. Et puis contrairement au choc qui est pour un peu tout type d'habitat, là on était vraiment en milieu prairial, donc c'est très, très, très plat, et donc on détecte, on perd assez vite la détection des oiseaux qui sont au-delà de 100 mètres. Et on a pu d'ailleurs le mettre en évidence, en fait, parce que comme on calcule la distance à chaque oiseau, en fait, on voit la courbe de détection. Et donc, ça n'avait pas forcément d'intérêt à aller chercher au-delà de 100 mètres pour notre protocole, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas ailleurs, enfin, qu'il n'y en a pas plus loin, mais c'est... Enfin, voilà, c'est un choix méthodo. Une stratégie échantillonnée, effectivement, sur les prairies, là, au bout de 100 mètres, si le matin, enfin, le soleil commence à chauffer un peu, c'est bien difficile d'identifier les oiseaux à plus de 100 mètres un oiseau qui ne vole pas, qui ne chante pas. Donc là, on est sur une surface échantillon qui est standardisée. Et après, le stock, typiquement, il y a beaucoup d'oiseaux qu'on détecte juste à l'oreille. Une fauvette qui va être juste dans l'arbre, etc. Donc c'est assez facile Et puis sur le stock, on a des catégories de distance qui sont quand même assez larges. Et là, on a une mesure de distance qui est très fine avec un télémètre où on a au mètre près la distance qu'on a entre le transect et l'oiseau, ce qui nous permet de traiter les données un peu différemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Comment vous avez choisi les oiseaux exactement? Parce que dans les prairies humides, par exemple, il peut y avoir des rapaces, c'est vraiment une spécificité. Oui, alors quand on est dans les prairies, globalement, on voit d'autres espèces. On voit typiquement des rapaces, on voit plein d'espèces qui sont liées aux prairies pour une partie de leur cycle, mais qui ne vont pas forcément nicher dans la prairie. Et donc c'est la particularité des espèces là, sur lesquelles on s'intéresse. Terrier des prés, ils nichent vraiment au sol dans la prairie, la bergeronnette printanière aussi. Et c'est ça qui les rend particulièrement sensibles à la fauche. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces espèces-là. Mais effectivement, il y a d'autres espèces qui fréquentent le milieu. Et après, il y a des espèces qu'on retrouve sur quelques types de prairies, l'alouette des champs ou des espèces comme ça, qui ont un peu une écologie similaire, qui vont venir nicher au sol, mais qui sont globalement plus rares sur la zone, qui ont des écologies un petit peu différentes et qu'on n'a pas du coup intégré dans les études. En fait, le nombre d'espèces vraiment inféodées à ces lieux est très limité. Donc, on peut tenir compte d'espèces idéalement, seulement par exemple des critères calculés pour faire des espèces parapluies, par exemple, les canards, il y a des canards qui ont des besoins spécifiques, des espèces aussi.
pour trouver, comme vous parliez d'une combinaison d'espèces, pour trouver un système parapluie, il y a peut-être en épidémie différentes formes d'utilisation de prairies. Le but, c'est de protéger les prairies. En fait, il y a deux aspects. Donc aujourd'hui, l'ensemble des mesures agro-environnementales qu'on a qui sont liées aux prairies, le premier critère, c'est le maintien de la prairie. Donc c'est pour ça qu'on a des fois des dates de fauche qui sont très précoces et qui justement permettent de maintenir ce milieu ouvert, donc qui va le rendre favorable à des espèces qui vont l'utiliser à d'autres périodes de l'année, typiquement les canards qu'on a en ce moment sur les zones. Ben, ils vont profiter de ces prairies qui vont être favorables pour eux en hiver. Mais après, il y a une bonne partie des mesures agro-environnementales qui sont axées spécifiquement sur le maintien des espèces qui vont nicher dans les prairies, qu'on va retrouver vraiment en période de reproduction. Et c'est justement pour ce point clé et ces espèces qui sont vraiment très fortement menacées, qui dépendent très fortement de ces habitats, qu'on cherche justement une espèce, enfin qu'on cherchait, qu'il y avait le ral des genêts, qui était une espèce parapluie qui était censée protéger un peu tout le monde. Et donc un des critères, c'est qu'il a la reproduction la plus longue. Il lui faut 15 jours, 3 semaines de plus que les passereaux pour que les jeunes soient capables de survivre à la fauche. Donc c'était le critère qui était assez intéressant. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que comme il se concentre très fortement, ben, il y a une bonne partie des prairies où il y a encore des passereaux prairiaux où le râle il est plus présent. Donc l'idée, c'est effectivement de toujours maintenir ces prairies ouvertes pour toutes les autres espèces qui en profitent dans l'année, mais aussi de trouver des MAE qui sont spécifiques pour ces espèces qui nichent au sol et qui sont aujourd'hui au bord de l'extinction localement. Et pourtant, on dit aussi des animaux mammifères, par exemple des musaraignes qui sont de disparition, des amphibiens, Je pense que la solution, c'est d'avoir des mesures écosystèmes, en fait. Des habitats avec des caractéristiques des groupements végétaux qui sont identifiés au niveau européen. Ces écosystèmes, sachant qu'il y a des surfaces suffisamment importantes, sont capables d'accueillir un certain nombre d'espèces. Il faut jouer là-dessus. Après, on peut effectivement régler un certain nombre de... Il y aura toujours le problème de la fauche, c'est sûr. Et on s'est focalisé essentiellement sur les oiseaux, les insectes. Ouais, ça ressent rien, les insectes, c'est connu. Donc, maintenant, on a une vision encore qui est assez partielle, en fait, de ce qu'il faudrait faire également. Pour le moment, une solution difficile à mettre en place, c'est à aborder Aurélien, vous avez de l'inondation, c'est aussi de mosaïque, éviter d'avoir des choses trop homogènes. Plus une zone est hétérogène, plus on a des capacités d'accueil pour des espèces différentes. On faisant en sorte de ne pas avoir des confettis partout, parce que la surface minimale est importante. Donc c'est compliqué, parce qu'il faut mettre ça en place avec les exploitants qui ont aussi leur logique de pratique. Quoi. Il y a des choses qui sont mises en place, des réflexions qui commencent à être mises en place pour essayer de mutualiser des zones, là, des espèces d'approches collectives pour je discutais apparemment cette possibilité de regrouper, d'avoir des mesures collectives, ce qui fait plutôt d'avoir des prairies qui soient un petit peu dispersées, on dit voilà la chose sauvage là, peut-être la grouper pour un plus gros ensemble. Ça semble intéressant pour certaines espèces, puis d'avoir des ensembles un petit peu dispersés. Voilà, on a surtout encore une vision assez partielle de ce qui se passe à l'échelle de l'écosystème. Il y a une partie de l'étude qui a été faite du projet sur les araignées et les carabes, sur les coléoptères, la carnivore, il y a une diversité qui est importante. On ne sait même pas comment ça fonctionne dans des zones inondables, en fait. On trouve des espèces qu'on ne s'attendait pas à retrouver. Mais il y a clairement plein d'autres espèces, je pense aux abeilles, aux papillons, qui pourraient avoir... on peut avoir des populations qui sont peut-être dans le même état localement, avec des vrais enjeux, etc. Sauf que pour l'instant, on n'a pas la connaissance. Donc là, clairement, l'étude, c'est une partie des réponses, mais on n'a pas les réponses sur tous les compartiments, sur toute la complexité de conserver ces espaces. On a vu aussi le bocage qui était défavorable pour les oiseaux prairiaux, mais il y a aussi plein de choses qui sont liées au bocage, qui ne sont pas forcément en bon état de conservation non plus, qui sont aussi à cibler, qu'on ne connaît pas forcément encore très bien. Donc,
L'idée, justement, c'est d'essayer d'élargir. Aujourd'hui, les MAE sont liés uniquement à une espèce. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir, d'avoir des choses qui sont un peu plus mosaïquées, un peu plus complexes, qui permettent de préserver plus d'espèces au niveau du paysage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un patrimoine qui est encore là, qui est assez conservé. Et voilà, il y a probablement, possiblement quelques ajustements qui permettraient de maintenir une biodiversité qui était là auparavant. Il faut même qu'il faut être sûr qu'on arrive à concilier les enjeux écologiques et économiques. Pour l'instant, ça reste comme toujours la même butée depuis 30 ans. Mais par contre, le décor est là. Quand on regarde les basses vallées, on a des grands ensembles périaux, des plus petits, des surfaces avec un maillage plus fin de prairie, avec des densités de haies plus importantes. On a quasiment déjà cette mosaïque naturelle. Et c'est un territoire où, en théorie, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose, mais ça reste malgré tout compliqué pour des raisons techniques qu'on comprend du côté des exploitants. Mais voilà, il y a ce truc-là. Et puis, en plus, la difficulté, c'est de trouver les bonnes mesures qui favorisent un maximum de biodiversité, sachant qu'on n'a quasiment pas d'informations sur une bonne partie de cette biodiversité. Est-ce que aussi vous avez regardé le lien, alors pas avec la qualité des haies aussi, est-ce que vous avez regardé du tout par rapport à la densité de haies en fonction des matériaux? Est-ce que par exemple en fonction du type de plante, de la composition végétale des haies, que ça joue aussi Non, je pense qu'il faut lancer peut-être pour l'oral éventuellement s'il faut des incursions pour aller se nourrir près des haies, mais sinon ils n'aiment surtout pas avoir. Enfin, c'est l'obstacle en fait. C'est l'obstacle, donc il y a peu de chances que ça conditionne le niveau de ressources dans les prairies. S'il y avait un facteur clé pour ces espèces-là, je pense que le premier à regarder, ce serait la hauteur de la haie. Et je pense que des haies vraiment très massives, très bien développées, ont un effet à plus large échelle que les prairies qui sont plus fines. Je pense que c'est le principal critère pour ces espèces-là, parce que c'est la fermeture perçue du paysage qui va compter. Sachant que là, on a les grosses densités, c'est sur les gros communaux qu'on a les haies, donc c'est les taux, ça nous fait marginal. Mais par contre, du point de vue de la biodiversité qui est dans la haie, effectivement, là, la composition, la structure, l'âge il y a beaucoup de frênes têtards, c'est-à-dire des frênes qui sont coupées à la tête et qui viennent repousser, donc qui sont très complexes en termes de tronc, avec beaucoup de cavités. Et ça, effectivement, c'est une ressource d'habitat très importante pour beaucoup d'espèces. Et il y a des mesures agroenvironnementales qui sont ciblées d'ailleurs sur la conservation des frênes têtards en particulier. Du coup, avec l'actuel, le cas, ces espèces-là, on va faire des choses. Je pense que vous avez à peu près les films il sera trop tard. Mais ça me fait bon, un peu pessimiste, mais voilà, concernant, il faut se bouger pas en comment. Mais effectivement, je vois bien que c'est pas évident, je vois bien que ça dépend de beaucoup de choses. Mais, oui. Effectivement, notamment pour le râle déjeuner, je crois que les comptages de l'année dernière, c'est 30-40 mâles chanteurs. Donc là, je ne sais plus quel chiffre on était arrivé, parce que ce n'est pas des données à jour. Mais globalement, là, on doit être à 100-150 et aujourd'hui, on est à quelques dizaines. Donc ça continue de décliner. Petite note positive, en Grande-Bretagne, donc ça globalement c'est ce qui reste en France, donc on est vraiment tout près de la fin. Est-ce qu'on arrivera à conserver cette espèce en France? C'est pas complètement garanti. Cela étant dit, il y a quand même des mesures agroenvironnementales spécifiquement sur cette espèce qui fonctionnent bien en Grande-Bretagne, où ils étaient pareil, quasiment extinction de l'espèce, et où ils ont mis en place certains types de mesures qui sont vraiment très restrictives et c'est presque du jardinage, entre guillemets, pour favoriser cette espèce. Et aujourd'hui, ils arrivent à maintenir dans quelques réserves, globalement,
des populations de cette espèce qui sont en train de repartir un peu à la hausse. Il y a aussi un des paramètres qu'on n'a pas parlé ici, qui est le changement climatique. On est vraiment à la limite sud de l'aire de répartition de cette espèce, le râle, qui est globalement centré plus au nord et à l'est en Europe. Potentiellement, les prairies vont devenir, en termes d'écologie pure, défavorables pour cette espèce aussi localement à moyenne échéance. C'est une des hypothèses qu'on n'a pas testées encore, mais qui... Ouais, il y a un point qui est sensible, c'est effectivement le réchauffement est là. C'est sûr que les prairies vont évoluer, les écosystèmes vont évoluer. On s'attend à ce que les dates de fauche soient plus précoces, je crois que c'est déjà le cas. Sur les plateaux, c'est déjà ça, on est un petit peu sauvé par l'innovation. Il n'est pas du tout évident que les oiseaux décalent autant leur phénologie, c'est-à-dire qu'ils arrivent plus tôt pour se caler sur le calendrier des prairies. On risque d'avoir un décalage de plus en plus important qui peut rendre les prairies moins favorables à leur peau, mais en plus, simplement par la qualité biologique, quoi. Et en plus, les pratiques risquent d'être de plus en plus défavorables et les contrats qu'on a actuellement. En fait, je voudrais être optimiste en disant que c'est peut-être plus tenable pour les agriculteurs. Effectivement, si j'ai de la paille au 15 jours, j'exagère un peu, mais je ne sais pas si j'exagère parce qu'on ne sait pas convaincre le changement climatique et je pense qu'on n'a pas bien compris ce qui arrive. On peut citer le cas de la Grande-Bretagne, mais effectivement, là, ils ont réussi à sauvegarder quelque chose. C'est un truc où, je pense qu'au 15 août, l'herbe elle est encore verte pour le d'ici. C'est au nord-est de l'Angleterre. Il n'y a pas vraiment. On n'a pas les mêmes contraintes qu'ici. Donc oui, il y a ce changement climatique qui est crucial, je pense. Enfin, on peut se poser la question pour la régler. On est vraiment à la limite de la ligne. En théorie, ici, il y a plein d'espèces comme ça. Hein. Il y a les tritons ponctués, il y a des chances qu'ils disparaissent avec la loi aussi. Et sur le calendrier, globalement, comme les prairies poussent plus tôt au printemps du fait du changement climatique, il y a les espèces, typiquement les deux bruants, elles passent l'hiver chez nous. Elles passent l'hiver à proximité des prairies, donc on peut imaginer qu'ils décalent leur cycle de reproduction. Mais par contre, les trois autres, là, ils partent en Afrique. Et notamment, par exemple, le tarier des prés, il a besoin en avril de l'émergence d'insectes, et notamment de termites, pour se faire des réserves et pour pouvoir après traverser et le Sahara et la Méditerranée et venir nicher dans les prairies. Et sauf que l'émergence de termites est liée à la mousson, et le calendrier de la mousson, il ne se décale pas forcément de la même manière que la maturité des prairies localement. Donc potentiellement, on a aussi un décalage dans les calendriers qui fait qu'il faudrait qu'il arrive plus tôt, mais ils ne peuvent pas partir plus tôt parce que la ressource dont ils ont besoin pour faire leur réserve avant de partir, elle n'arrive pas plus tôt au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest. Donc, pour les espèces comme ça qui sont à la limite sud de l'aire de répartition, c'est aussi potentiellement des décalages phénoménologiques comme ça qui sont pas compatibles avec leurs besoins. Voilà, sachant qu'il y a même d'autres facteurs qui se combinent, parce que sur les espèces migratrices, effectivement, il se passe des choses sur toute leur aire de vie. En fait. Le réchauffement climatique, ça augmente la taille de la zone saharienne et sahélienne. Ça peut emmener les animaux un petit peu plus loin, les forcer à voler un peu plus loin. L'intensification des pratiques qu'on a connues en Europe, ben, ça arrive en Afrique, avec des pratiques qui sont, en termes d'utilisation de certains produits, qui peuvent être assez drastiques. Quoi. Donc ça fragilise aussi ces populations-là, même si il y a aussi ces gros points d'interrogation, à savoir si même si on est très vertueux en Europe, en faisant tout ce qu'il faut pour essayer de maintenir les populations, il n'y a pas de garantie de succès parce que il y a d'autres paramètres qui changent pareil. Mais c'est pour ça que j'insistais sur le fait de plutôt de s'intéresser à la partie écosystème, s'intéresser à chaque fois à une espèce. Là, on échoue, on passe à la suivante. Pour avoir une vision un peu plus intégratrice. Cela étant dit, même si on sait qu'il y a des sujets par ailleurs, il y a une partie de ces espèces-là qui sont piégées en période de migration par des filets, etc. Il y a plusieurs études qui ont été faites à différentes périodes de leur cycle annuel, notamment sur le tarier des prés, et elles s'accordent toutes sur le fait qu'aujourd'hui, le problème pour ces espèces, c'est ce qui se passe sur leur cycle de reproduction dans les prairies en Europe de l'Ouest.
c'est vraiment aujourd'hui le facteur clé qui fait qu'on a ce type de déclin massif. Alors peut-être qu'à l'avenir, il y a d'autres facteurs qui viendront complexifier la chose, qui ont déjà commencé, mais ce déclin massif, une grande partie s'explique uniquement par ce qui se passe dans ces prairies localement.